Non? Non. Moi, quand il y a du monde ici, là, la caméra, ils vont me voir ça. Fait que... Merci. Mais Nathalie, elle ne me voit pas. Hein? Non. Ça te dérange-tu beaucoup, Nathalie? Non, non, ça va. Merci. Bon, bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance publique, la première du 26 mai 2022 de la Commission des finances et de l'administration. Je me présente, Madame Hélène Dauphinet, présidente de la commission. Je suis accompagnée de M. Paul Geng, Mme Laure Letarc-Levoy, M. Marc Deneau, membre de la commission, ainsi que de Mme Nathalie Lapierre, directrice du service des finances et trésorière, ainsi que de Mme Élisa Gillois, secrétaire, ainsi que Mme Caroline Brédard, secrétaire également. Pardon? Oui, je sais. Donc, c'est ça. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une commission publique consultative du Conseil qui a le mandat de fournir au comité exécutif et au conseil municipal des recommandations. Les dossiers présentés devant cette commission sont d'ordre informatif ou consultatif, permettant ultérieurement aux membres du Conseil de prendre une décision éclairée. Les citoyens et citoyennes intéressés par un sujet peuvent assister à ces séances en personne ou les écouter par le biais d'une rediffusion intégrale de l'enregistrement de la séance. Cet enregistrement sera déposé sur le site Web de la Ville dans les prochains jours. Lors des délibérations sur un sujet, les personnes présentes dans la salle ne pourront pas intervenir. Il est possible de suivre l'analyse des dossiers et les échanges. Si vous vous sentez interpellé par un sujet, je vous invite à communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller municipal ou à vous présenter à la période des questions de votre conseil d'arrondissement ou encore du conseil municipal au cours duquel le sujet sera traité. À titre de présidente, je suis également disponible. Vous trouverez nos coordonnées sur le site web de la ville à sherbrooke.ca. J'aimerais également vous informer que l'utilisation d'appareils photographiques, cinématographiques, enregistreurs ou tout autre appareil similaire pour capter des images ou enregistrer des délibérations est expressément interdit dans la salle, sauf pour les journalistes. Pour terminer, mon rôle de présidente m'amène à maintenir l'ordre et le décorum dans la salle et à prendre toutes les décisions qui s'imposent pour veiller au bon fonctionnement de la séance. J'invite donc les personnes présentes à respecter l'ordre et le silence pendant toute la durée de la séance. Les attaques contre un membre ou les personnes ressources ne seront pas tolérées. Je vous remercie de votre collaboration et surtout de votre intérêt envers la politique municipale. Débutons maintenant la séance et passons au point suivant, soit l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que l'ordre du jour convient à tout le monde? Oui? Oui, d'accord, parfait, merci. On n'a pas de procès verbal puisqu'il s'agit de la première réunion. Donc, nous allons au point 7, dossier relatif au capital humain. Donc, nous avons le point enjeu avec une présentation des principaux enjeux entourant le capital humain. Donc, puisque le capital humain fait partie du mandat de la commission et considérant les enjeux importants dans ce domaine, nous recevons aujourd'hui Mme Nathalie Carignan, directrice du service des ressources humaines. Elle nous partagera sa vision des différents axes d'intervention à prioriser dans le cadre du plan d'action ainsi que des enjeux qui se présentent à son service. Merci. Donc, bonjour à tous. Plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour venir discuter avec vous des enjeux de ressources humaines auxquels la ville est confrontée. L'objectif aujourd'hui, je l'ai situé de 3 ordres. Un, de savoir de où on part.
Hein, souvent, on a une nouvelle administration, plusieurs nouveaux conseillers, ce qui fait en sorte que j'ai senti le besoin de vous nommer un peu sur quoi la Ville avait travaillé en lien avec le service des ressources humaines pour par la suite vous faire part de 3 ou 4 enjeux qui sont venus vraiment transformer nos axes d'intervention et vous amener et vous proposer ma vision par rapport aux principaux enjeux à venir en lien avec cette transformation-là. Je débuterai par vous présenter le plan stratégique du service des ressources humaines 2018-2021 qu'on a dû prolonger en 2022. Pourquoi? Ben, vous le savez tous qu'on a été occupé au service des ressources humaines à gérer une pandémie au cours de au moins les 18 derniers mois, là. Je vais vous en faire vraiment une présentation très sommaire en sachant que l'objectif ultime n'est pas là. Par la suite, ça va nous permettre de nous projeter. Ça vous va comme ça? Oui. Est-ce que vous avez une présentation? Malheureusement, considérant la nature du document, c'est très rare que je vous dépose un document papier, mais si je voulais que vous soyez en mesure de voir, c'était la seule façon que je pouvais le faire. Si vous voulez, je pourrais vous transmettre le fichier par la suite, mais pour la présentation, ça aurait été extrêmement compliqué là, sur écran. Ça vous va comme ça? Oui. Parfait. Donc, naturellement, le plan stratégique n'a pas été fait tout seul dans notre bureau. Hein, ça a été fait en collaboration avec les objectifs de la direction générale de l'époque pour que ça soit en alignement là, corporativement avec ce qu'on souhaitait faire. Vous retrouvez au niveau et ce qui est important, je vous amène vraiment à la page où vous voyez un triangle. C'est tout se situe là. Le service des ressources humaines a élaboré son plan stratégique dans un but d'avoir une organisation performante, agile, apprenante. Donc, tous les axes d'intervention sont faits en lien avec ça. Naturellement, on s'est doté d'une vision. La vision, vous l'avez à l'intérieur du triangle où ce qu'on veut être finalement, c'est un partenaire stratégique, un leader influent, proactif, innovant pour atteindre les objectifs de la ville de Sherbrooke. Et pourquoi on sait que les 10 prochaines années, ce qui va être extrêmement un enjeu stratégique, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Hein? On est tous pris avec et d'où l'importance qu'on soit au niveau du service des ressources humaines et des ressources humaines un leader stratégique. Les valeurs, bien, naturellement, ce sont les valeurs de la ville, collaboration, respect, intégrité, agilité, imputabilité, que mon équipe de travail a décortiqué en définition et en comportement. Je n'attirerai pas ça là-dessus, mais ce qui est important dans nos valeurs, c'est de voir comme organisation comment on les reconnaît dans nos comportements de tous les jours. Et c'est ça qu'on a voulu définir dans le plan stratégique. Notre mission, pourquoi le service est là? Fondamentalement pour accompagner les gestionnaires. Ça, c'est important, leur donner des services conseils, pour avoir une organisation performante, d'avoir un milieu sain et sécuritaire. Hein. Sain, on le voit encore plus aujourd'hui, santé psychologique, un climat harmonieux, mieux-être, la sécurité. Sécurité pour garder notre monde au travail, mais aussi pour contrôler des coûts. C'est aussi ça, la sécurité. Et on veut des gens engagés et pour donner le meilleur service possible à la population. On a travaillé ça sur 3 axes. Un, capital humain. Vous voyez les axes à l'intérieur du triangle. Capital humain. On veut avoir des processus d'affaires efficients. C'est important de se questionner sur comment on travaille pour s'assurer qu'on est optimal avant de se dire qu'on a une charge de travail qui génère des effectifs supplémentaires et le climat organisationnel favorable. C'est les 3 axes. Si je vous donne les 4 grands objectifs du capital humain, ce qu'on a réalisé en partie ou en totalité au cours des 3 dernières années, ça a été d'implanter un plan de relève. Hein, et avec l'appui du conseil municipal là-dessus, au niveau de s'assurer qu'il y a un transfert de connaissances, qu'on identifie nos talents et qu'on soit capable de les projeter dans l'organisation. On a aussi élaboré des profils de compétences. Pourquoi un profil de compétences? C'est que nos attentes envers nos gens soient claires. Quel genre de gestionnaire qu'on veut, quel genre de compétences on veut qu'ils développent et quel genre de connaissances, le savoir-faire, le savoir-être
et la connaissance en soi. Donc, pour nos niveaux de gestion, nos 4 niveaux de gestion, on peut déterminer maintenant quelles compétences on souhaite avoir pour les gestionnaires de la ville de Sherbrooke pour par la suite être capable d'évaluer la performance de ces gens-là. Ensuite, on a développé aussi l'objectif 3, c'est tout le développement des compétences. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, comment on le développe. Et il y a eu un plan de développement des ressources humaines de développer qui s'échelonne sur 18 mois. Et par la suite, la notion de nos stratégies pour la pénurie de main-d'œuvre. On a un premier jet de fait. Maintenant, on a, avec la crise encore plus aiguë qu'elle était en 2018, on a vraiment à repositionner nos efforts en lien avec l'état de la pénurie de main-d'œuvre actuelle. Dans nos processus, il y a un mélange de 2 choses. Dans les processus, il y a des notions de processus corpo, mais il y a aussi des notions où nous, au service des ressources humaines, on devait se repositionner au niveau de certains processus. On est allé sous les 2 angles. Donc, les processus qu'on a regardés, c'est au niveau de l'amélioration continue. Hein? La culture de se re-questionner, la culture de se demander est-ce qu'on fait avec qualité, dans les meilleurs délais, dans les meilleurs coûts. Et ça, c'est culturel. On se doit de toujours axer pour se re-questionner. Deuxième élément, toute la notion de gestion budgétaire. Je vous dirais qu'au service, et là, je n'entre pas du tout dans le volet de Nathalie, mais dans notre service, on avait à se questionner est-ce qu'on est efficient dans tout ce qui est gestion budgétaire et on s'en était fait un objectif des 3 dernières années parce qu'il faut se rappeler qu'en 2018, j'entrais en fonction. Donc, il fallait vraiment que je m'assure que ce volet-là était optimal selon, même si je l'avais suivi depuis 2017, je voulais m'assurer qu'avec les nouveaux systèmes, j'étais en contrôle là-dessus. Et le service l'était. Actualiser le processus de formation. Naturellement, en démarrant des programmes de formation, on doit s'assurer que le processus qui le supporte suive et soit optimal. Et c'est à ça qu'on a voulu s'attaquer. L'autre élément, l'accueil-intégration, c'est fondamental. Accueillir nos gens, nos nouveaux employés, nos nouveaux talents est fondamental. Donc, on s'est attaqué à l'accueil et l'intégration. On a vu apparaître des nouveaux programmes liés à l'accueil et l'intégration, notamment des gestionnaires. Ça, il reste du travail à faire. Ça c'est bien sûr. Donc, les délais de dotation, on a revu le processus complet de dotation pour en réduire les délais. Et je vous dirais que on l'a revu autour de 2019 en totalité. On a réduit des délais. Avec la nouvelle vague de pénurie, on a à le revoir. On est vraiment encore à se questionner, est-ce qu'il y a d'autres délais à couper? Et finalement, la gestion d'implantation des projets majeurs, bien naturellement, on est des acteurs au niveau de la gestion de changement. C'est beau changer des systèmes, il faut s'assurer que nos gens changent leur comportement en lien avec ces systèmes-là. Donc, nous, on se doit aussi d'être optimal dans nos processus de gestion de changement pour accompagner les différents services. Où on a travaillé extrêmement fort au cours des 3 dernières années, ben, c'est le climat organisationnel favorable. On a travaillé au niveau de la santé-sécurité. On s'est fait un plan d'action spécifique au niveau de la santé-sécurité qui se déploie sur les 3 dernières années et 4e cette année, qui travaille le leadership, qui travaille les axes de santé-sécurité. C'est le leadership, donc toute la responsabilisation de l'organisation en lien avec la santé-sécurité. Le volet maîtrise des risques, hein, qu'on contrôle les risques à la source, le volet activité et fonctionnement. On veut s'assurer que nos gens aient les connaissances et les compétences pour reconnaître les risques et de cette façon-là, mieux se comporter devant ces risques-là. Et naturellement, le contrôle des coûts liés à la santé-sécurité et toute la conformité en lien avec les règles de la CNESST. Donc, ça, c'est santé-sécurité. On a fini de renouveler nos conventions collectives, ce qui a été une charge extrêmement importante au service. On avait à revoir notre plan d'évaluation des cadres pour s'assurer que nos facteurs soient en cohérence avec les nouveaux défis du milieu du travail. Ça a été fait.
On avait des enjeux de loi 15, régime de retraite. La majorité est complétée. Et il y avait des enjeux beaucoup plus à l'objectif 15 au niveau de la mobilisation de l'équipe des ressources humaines. Donc, on avait prévu dans notre plan stratégique des activités très spécifiques pour nos équipes. Fait que, donc, nous, au cours des 3 dernières années, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur 3 axes très précis. Et là, une fois ça dit, on s'est rendu compte qu'on était pas mal sur la cible. Par contre, il y a là où il faut se questionner, c'est est-ce que mon niveau d'énergie doit changer en lien avec les nouveaux enjeux de ressources humaines? Et je vous ramène à la présentation. Et je vous ramènerai à la présentation à la page 5, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez la présentation? Je suis allée dans le conseil hier, puis... s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Hein? C'est ça, elle n'est pas dans le conseil sans papier. C'est bon. C'est beau. Donc, là, on sait d'où on part, on sait sur quel axe on a travaillé. Maintenant, on est confronté à 4 enjeux extrêmement importants qui viennent revoir l'énergie qu'on doit mettre en lien avec les différents axes et les différents projets. Naturellement, on parle de l'impact de la pandémie sur le monde du travail. Ça l'a amené autant l'organisation que nos employés à se re-questionner, se repositionner, à réévaluer leurs besoins. Ce qui vient créer un équilibre complètement différent de ce qu'on avait au niveau de 2017-2018, lorsqu'on a fait notre plan stratégique. La pénurie de main-d'œuvre qui touche toutes les organisations. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est majeur. On a au moins jusqu'en 2030. Et pourquoi c'est majeur? C'est que ça vient nous questionner sur notre capacité de rendre des services, hein, dans le sens où tout est lié avec nos ressources humaines. C'est notre facteur clé qui permet de rendre nos services à nos citoyens, d'où l'importance que ça soit constamment dans nos réflexions stratégiques, la pénurie de main-d'œuvre, et que autant au cours des 3 dernières années, ça l'a été dans toutes nos actions au niveau du service des ressources humaines, tout est lié avec la prestation de services aux citoyens. Maintenant, il y a aussi les changements de besoins de la population active. Je me rappelle, moi ça fait plusieurs années que je suis à la ville, donc à l'époque, on ne se posait pas la question. Hein. On se disait, on rentre des gens à la ville et ils vont s'adapter aux besoins de l'organisation. Là, on se détrompe. Là. On n'est plus là du tout. On a des besoins individuels. Il faut que l'organisation, oui, a ses besoins. Il y a un bout à faire au niveau de notre personnel, mais il y a un bout aussi qu'on se doit d'être préoccupé par les besoins personnels de nos employés, notamment leurs besoins de qualité de vie au travail, de la vie personnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des opportunités de travail partout. Donc, ça fait partie aussi de la fidélité, de fidéliser nos gens, d'être préoccupés autant des besoins collectifs, mais des besoins individuels, mais en toute équité. Et ça, c'est un défi. Oui, Madeleine. Oui, par rapport à ça, justement, là, moi, quand je regarde le document du plan stratégique, j'ai l'impression que je vois beaucoup de... Je sais pas comment le dire, c'est très gestionnaire ou beaucoup de performance, tout ça. Puis ça, je cherche un peu l'aspect reconnaissance. Les gens ils ont besoin de se sentir fiers, qu'ils font partie d'une équipe, qui travaillent ensemble vers un objectif commun. C'est ça aussi beaucoup là, qui est de chercher un sens à son travail. C'est ça, je pense, qui attire aussi beaucoup les gens de sentir le sens. Donc, je sais pas là, si
C'est comme justement dans la suite, j'ai l'impression que c'est là-dessus aussi qu'on discutait, là, la commission les dernières fois. On disait, on voudrait-tu faire un sous-comité ou tout ça pour parler justement de vraiment la reconnaissance des employés, puis qu'ils sentent, c'est ça, ils sont fiers de participer aux travaux qu'on fait. Fait que ça, c'est-tu dans le prochain ou dans la suite? Absolument. Votre point est extrêmement bon. Quand je nommais tout à l'heure qu'en lien avec les 5 enjeux que je vous expose, on doit revoir où on met notre énergie. Clairement, puis là, vous me devancez un peu, où on devra la mettre de façon importante, c'est sur les axes du mieux-être. Clairement. Là, on a mis beaucoup au niveau de l'axe du capital humain pour permettre à nos gens de se développer dans notre organisation, permettre à nos gens de se projeter au niveau professionnel. Et ça fait partie des critères de fidélisation, il faut se le dire, là. Mais clairement, le mieux-être au cours des 2 dernières années a pris une importance extrêmement importante. Et là, qui en 2018 était présente, mais pas omniprésente comme elle l'est actuellement. On a toujours eu cette sensibilité-là, mais là, maintenant, on se doit de s'attaquer à ça de façon beaucoup plus importante. Votre propos est tout à fait juste. Oui, si vous permettez. En passant, je veux souligner la présence de la mairesse qui est avec nous pour cette présentation-là. Je vous avais vu tout à l'heure, vous étiez repartie et je croyais que vous aviez quitté. Désolée. Donc, Madame la mairesse Baudin est avec nous pour la présentation et peut-être un peu plus. Moi, je voulais vous poser une question quand vous dites l'importance de la qualité de vie au travail et de la vie personnelle. À- Pouvez-vous nous donner des exemples de ce à quoi vous faites référence? C'est beaucoup l'équilibre, hein? Tout est dans l'équilibre. Il y a la notion de qualité de vie au travail. C'est tout le besoin maintenant d'avoir des relations sociales. Ce qui est important au travail, c'est beaucoup associé relations avec nos collègues, relations avec le gestionnaire, avoir des environnements de travail qui sont optimales. Hein? On parle de la Hooper. Ça fait partie de la qualité de travail. La capacité qu'auront nos employés à développer des relations sociales à l'intérieur de notre organisation qui est beaucoup plus présente qu'il était. Et la notion d'avoir un équilibre travail-famille où ma vie de famille est extrêmement importante. Comment mon employeur peut me permettre d'avoir un équilibre entre les deux? Notre politique de télétravail est un pas vers ça, je vous dirais. Donc, on est vraiment dans... Et ça, ce que ça fait, c'est quand on est capable d'atteindre cet équilibre-là, ben, comme organisation, ben, on atteint une étape de plus dans la performance. Puis, il y a la notion de... Il y a eu un temps où on valorisait beaucoup, beaucoup le nombre d'heures. Et ça, des fois, c'était correct. D'autres fois, ben, on était dans peut-être un peu de présentiel. Maintenant, on valorise le nombre d'heures optimal, dans le sens où on évalue plus en lien avec des objectifs à atteindre, ce qui est très différent en termes de philosophie de gestion. Jing. Merci, Mme Carignan, de la présentation. Vous parliez de la Hooper. Bon, on est allé visiter les lieux. C'est très intéressant. Bon, est-ce qu'il va y avoir un bilan par rapport à ça? Parce que c'est une nouvelle façon de travailler. C'est des nouvelles méthodes d'implanter. Les lieux physiques sont exceptionnels, sont très bien éclairés. Mais bon, il y a toutes sortes il y a du mouvement quand même là, au niveau des habitudes aussi. Est-ce qu'il va y avoir un bilan par rapport à ça? Effectivement, je sais qu'ils sont à se mesurer. Après, là, je pense que ça fait 6 mois, là, j'y vais de mémoire à peu près 6 mois. Ils sont en train de se mesurer relativement aux indicateurs de gestion qui s'étaient donnés au début, où on en est, quel est l'état d'avancement et est-ce qu'il y a des correctifs à apporter? Parce que, où vous avez raison, M. Geng, le changement était important. Donc, il faut s'assurer que, on a réalisé nos objectifs en termes de changement de comportement et en termes de gestion de changement. Et oui, actuellement, sont en phase de mesure en lien avec ça. Donc,
L'autre élément, naturellement, en lien avec ce qu'on vient de se dire, ça prend de la transformation de nos pratiques de gestion. Ce qui fait en sorte que, naturellement, la façon que nos habiletés de gestion antérieures doivent être actualisées. Est-ce qu'ils sont plus bonnes? Non, ils sont encore bonnes. Il faut juste les actualiser. Et ça va demander du développement de compétences naturellement. Et il y a les facteurs économiques, tant internes qu'externes, qui vient aussi nous repositionner sur les efforts qu'on a à mettre en lien avec les différents axes d'intervention. On parle des opportunités d'emploi que nos employés ont un peu partout. On parle des taux d'inflation. On parle d'un marché agressif au niveau de la main-d'œuvre. Donc, en lien avec, je passe vite sur les statistiques, je suis rendue à la page 6. Les statistiques, ben, vous les connaissez déjà, hein? On a des enjeux au niveau du taux de roulement. Au niveau du personnel permanent, ça va encore assez bien. Au niveau du personnel temporaire, on a des enjeux. On a déjà commencé de la transformation là-dessus. On sait qu'un taux de roulement normal est à peu près entre 4 et 5 et on est beaucoup plus de l'ordre de 14-15 avec les employés temporaires. 4-5 au niveau des employés permanents. Naturellement, il y a beaucoup de gens admissibles à la retraite, on le sait. Il y a un nombre de démissions qui est beaucoup plus grand qu'il était avant. Je passe vite parce que c'est des choses que je vous ai déjà nommées, je ne veux pas être redondante. Et naturellement, pour nous, au niveau du service, ben, ça crée une croissance des processus de dotation extrêmement important, d'où l'importance qu'on ait revu notre processus en amont, parce que je vous dirais que là, on aurait des défis extrêmement grands. Donc, ils sont déjà grands, mais ça serait un peu pire. Et naturellement, la hausse de l'indice du prêt à la consommation nous a amené toutes sortes d'enjeux en lien avec, bon, est-ce qu'on est au niveau de la rémunération globale en adéquation avec ce qui se passe dans le marché? Et naturellement, les défis aussi, c'est qu'il y a une agilité, il y a une hausse sur les conditions de travail qui sont installées dans le marché du travail. Donc, en termes de la question qu'on s'est posée suite à ces enjeux-là, c'est de dire comment combattre la pénurie de main-d'œuvre puis s'assurer d'avoir des ressources nécessaires pour livrer les services attendus et devenir une ville apprenante, agile et performante. Ce que j'ai le goût de vous suggérer, c'est de travailler sur 4 axes précis. Je vous amène à la page 8. Donc, se mesurer. Tout à l'heure, je vous disais, c'est important de savoir d'où on part, mais c'est aussi important de savoir où on est rendu. Encore plus dans le contexte des 5 critères que je vous ai nommés précédemment. Donc, finalement, c'est de se mesurer pourquoi? Bien, comme organisation, comme ressources humaines, hein, où on se situe, puis où se situe notre organisation en lien avec les différents enjeux. Pourquoi? Parce que le défi qu'on va rencontrer, comme je vous disais tout à l'heure, c'est où on met notre énergie pour avoir un levier nécessaire pour répondre aux 5 enjeux que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la notion de mesure, elle m'apparaît extrêmement importante pour savoir où on est rendu. Naturellement, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est comment on va chercher nos gens. Comment faire pour se distinguer comme employeur pour attirer des clientèles qui, historiquement, déposaient leur candidature automatiquement ou on n'avait pas besoin de s'en préoccuper parce qu'on avait tellement de candidats qu'on n'avait pas besoin d'axer beaucoup d'énergie sur l'attractivité à l'époque. La fidélisation. Quand je vous parle d'un taux de roulement qui est de l'ordre de 14 à 15 %, on parle de fidélisation. Donc, qu'est-ce que je fais moi comme organisation pour dire que mes gens qui sont au travail sont bien au travail et sont tellement bien qu'ils n'ont même pas le goût de regarder ailleurs? C'est ça le but, l'autre axe que je vous invite à ce qu'on travaille ensemble. Et je rejoins le propos de Mme Lavoie, ben, le mieux-être. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la fidélisation, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait pour retenir les gens dans notre organisation? Le mieux-être, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour maintenir nos gens en santé? Ça, c'est une autre affaire. Donc, on a à regarder nos 2 enjeux.
Et c'est ce que je vous invite à ce qu'on travaille. Et ces 4 axes-là, finalement, ce que c'est, ça va se déployer en différents critères qui vont faire en sorte qu'on va tendre vers un employeur de choix ou un employeur remarquable. Hein? Ce qu'on veut, c'est être un employeur sous tous les axes qui va se démarquer. Et c'est les 4 axes sur lesquels je vous invite à ce qu'on travaille ensemble. Donc, se mesurer, essentiellement, c'est, comme je vous disais, se situer en lien avec les enjeux. C'est être capable de redéfinir nos stratégies comme on le fait maintenant. Les stratégies de 2018-2022, est-ce qu'ils sont toujours actuels? Est-ce qu'on doit revoir l'effort? Bien, ça, se mesurer va nous permettre, de revoir nos stratégies, puis de s'assurer est-ce que les outils qu'on utilise sont toujours les bons pour atteindre nos objectifs. Ça va nous permettre de se questionner sur nos pratiques, puis ça va nous permettre de prioriser nos actions. Ça, je pense que c'est M. Deneau qui le disait tout à l'heure, la charge, elle est immense. Maintenant, quand on se mesure, c'est quelle action nous devrons prioriser. Ça, c'est au niveau de ma mesure d'organisation. L'autre élément, comme ressources humaines. Oui. Question, oui, Mme Letarte-Lavoie. Oui, c'est ça. Je voulais juste revenir là, justement sur les axes se mesurer, attractivité, fidélisation, mieux-être. C'est des très bons axes. Je voulais savoir par rapport à l'attractivité, là, justement, vous faisiez mention qu'avant, vous pouviez avoir des banques là, de gens qui déposaient, puis ce n'était pas nécessairement nécessaire. Je me demandais, est-ce que vous avez gardé ces noms-là? Parce que je sais que dans d'autres organisations, ils ont commencé à rappeler le monde qui avait déjà dans le passé postulé parce qu'ils ont déjà eu un intérêt, puis ils ont réussi à recruter un peu de cette façon-là. On a tel nouveau besoin, est-ce que ça vous intéresse toujours? Des fois, les gens peuvent savoir, en sachant qu'il y a une opportunité, on peut rallumer l'intérêt qu'ils ont déjà eu. Fait qu'est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être regardé? Qui est fait déjà. OK, c'est fait, parfait. Puis au niveau de la fidélisation, c'est sûr qu'on est dans une ère où je pense que, je ne veux pas généraliser, mais les jeunes ne vont pas nécessairement appliquer puis dire, moi, je vais travailler là pour toute ma vie. On est beaucoup là-dedans. Donc, est-ce que dans la fidélisation, vous prenez ça en compte, justement, que c'est pas, les gens postulent, mais pas nécessairement dans la visite. Je pense qu'ils veulent se dire, OK, je veux m'accomplir, j'ai des objectifs, puis tant que je réussis à sentir que je suis dans mon accomplissement personnel ou que je sens que je peux contribuer à faire changer ce milieu-là, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il faut que les gens sentent qu'ils sont impliqués aussi dans l'organisation. Fait qu'est-ce que, au niveau de la fidélisation, c'est réfléchi là, sur le fait qu'on a maintenant des candidatures qui ne souhaitent pas, même en partant peut-être, faire leur carrière? Bien, c'est à nous à les convaincre de faire leur carrière. Hein? Puis la façon de les convaincre de faire leur carrière, c'est de leur donner une job qualifiante, un travail qualifiant. Au-delà de la charge, et ça, c'est le défi. Le problème de la charge actuellement, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile de donner des projets. Quand je vous montre la planification stratégique que ce qui est intéressant de ça, au-delà du contenu, c'est la capacité qu'on avait au service de qualifier le travail. Donc, mes gens qui sont en partenariat d'affaires beaucoup plus en transactionnel ou beaucoup plus en day-to-day, ce qu'on leur permettait, c'est de s'impliquer dans un des projets stratégiques. Donc, ce que ça faisait, c'est que là, ils se rapprochaient des orientations stratégiques, ils se rapprochaient de toute la notion de, par exemple, accueil et intégration corporative, ce qui fait en sorte qu'on qualifiait le travail en exploitant des compétences qui, à tous les jours, peut-être ne pouvaient pas exploiter. Donc, ça, c'est à nous. Deuxième chose, c'est la perspective professionnelle. C'est à nous à donner à nos gens des perspectives professionnelles. Troisième chose, c'est l'autonomie au travail, la possibilité de se réaliser en leur fournant de l'information, en leur fournissant des bons outils. Et ça, là, je devance un peu, vous allez le voir tout à l'heure, mais cette réflexion-là, elle est extrêmement importante parce que, et ça, je vais revenir un petit peu plus tard, mais oui, effectivement, c'est un enjeu. Oui, est-ce que vous avez, parce que vous parlez beaucoup de les gens veulent un milieu avec des activités sociales,
veulent un milieu de relation avec leurs gestionnaires, etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un besoin pour l'ensemble de la main-d'œuvre ou plus la portion chez les plus jeunes? Puis je trouve ça un petit peu contradictoire avec le télétravail. Des gens veulent télétravailler, mais c'est important, ils veulent un milieu communautaire. Fait que donc, est-ce que c'est commun à tous les groupes d'âge des employés? Puis deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas comme un petit peu une contradiction? Ben, moi, je ne pense pas que les gens qui veulent télétravailler ne valorisent pas les relations sociales. Je pense que c'est deux choses distinctes. Et moi, je ne l'associe pas tant à la génération qu'aux besoins individuels. On a des gens qui sont plus relationnels et on a des gens qui, pour eux, sont plus ont moins besoin du volet relationnel. Et moi, je le vois plus en termes de caractéristiques individuelles. Donc, clairement, ce n'est pas un besoin pour tout le monde. Mais en même temps, en offrant ce genre d'activité-là, ben pour ce pourcentage-là, ça nous permet de les fidéliser. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que c'est un besoin pour tout le monde. On le voit juste quand on en organise, ce n'est pas tout le monde qui vient. Par contre, ceux qui viennent sont contents d'y être et ça répond à un de leurs besoins. Et c'est un peu moi comme ça, au-delà de l'âge que je le vois, pour me regarder moi, où c'est quelque chose d'important. Puis malheureusement, j'ai plus 25 ans. Ou heureusement, je ne sais pas. Merci. Ça va? Donc, je vais revenir avec votre préoccupation un peu plus loin, Madame Lavoie. Donc, se mesurer comme ressources humaines, ben, ce que ça permet, c'est vraiment la mesure de la performance puis l'atteinte des objectifs. Et on peut voir ça, tu sais, la mesure de la performance, on voit ça tout le temps à se dire ah, ben, il est bon ou il n'est pas bon ou il atteint. Il faut le voir plus large. Nos gens ont besoin d'avoir des rétroactions, ont besoin de savoir est-ce que je suis dans la bonne direction ou il faut que je m'ajuste un peu. Pourquoi? Pour, se créer une motivation en lien avec l'atteinte d'objectifs, mais aussi pour pouvoir développer des compétences, pour pouvoir mettre des énergies sur des zones de développement qu'on aura données et pour se projeter dans l'organisation en termes de plan de relève. Donc, la gestion de la performance ou la gestion de la contribution des ressources, elle est extrêmement importante pour que, justement, les gens puissent développer une autonomie dans, la réalisation de leur travail et leur développement personnel. Quand on dit rien, on a l'impression qu'on est correct. Donc, sur cette base-là, je pense, se mesurer individuellement, c'est extrêmement important. Et les moyens, et là, je vous en cite quelques-uns, naturellement, le sondage avec sa capacité de mesurer, mais sa capacité de défi que ça nous amène. Et ça, je pense qu'il ne faut pas aussi le négliger, d'où l'importance de priorisation en lien avec les mesures qu'on se donne. Naturellement, les processus de gestion de contribution qui sont extrêmement importants à mettre en place. Puis, ce que ça va nous permettre, ça va aussi, avec ces deux unités de mesure-là, permettre d'établir des tableaux de bord, des indicateurs de gestion, et ça va nous permettre d'avoir une planification de main-d'œuvre beaucoup plus optimale. En connaissant mieux mon organisation, en connaissant mieux mes individus qui la composent, ben, je suis beaucoup plus à même d'évaluer mes forces, mes zones de développement et ce qui me manque comme organisation dans l'atteinte de la performance. Je vous amène… À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des évaluations de la performance ou, comme vous le disiez, de la contribution pour tout le monde ou seulement pour les cadres? Actuellement, je vous dirais qu'on est, nous, à avoir un projet d'ici la fin de l'année à mettre en place un processus de cet ordre-là. Actuellement, ça se passe beaucoup plus par service. Donc, chaque directeur de service évalue ses ressources en lien avec soit des formulaires, en lien avec soit des objectifs. Chacun a un système qui permet d'évaluer
le défi, c'est de s'assurer qu'on a une espèce d'uniformité là-dedans. Donc, ça demeure encore à peaufiner, je vous dirais, Madame la Présidente. Mais chaque employé est évalué chaque année, là. Je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on est plus dans un modèle de feedback continu que d'évaluation de contribution structurée. Quand vous dites d'ici la fin de l'année, on va arriver, donc ça va être encore au modèle de feedback ou plus à une réelle évaluation de la... Contente, c'est actuellement, on est à réfléchir sur vraiment un modèle qui est, je cherche le bon mot, qui est beaucoup plus standardisé pour la gestion de la contribution. Est-ce qu'on se rendra à tous les cadres? Ça, c'est une autre histoire, mais qu'on commence vraiment à se structurer en lien avec la gestion de la contribution. Ça va? L'axe 2 que je vous propose, c'est l'attractivité. Donc, ce qui est important en termes d'attractivité, c'est de savoir, qui je suis comme organisation, qui je vais chercher, puis comment je vais les chercher. Donc, qui je suis comme organisation, bien, naturellement, il y a la marque employeur. De dire, moi, comme ville, là, je suis qui comme organisation, qu'est-ce que j'ai à offrir. Et là-dessus, on a travaillé avec l'Université de Sherbrooke, il y a 1 an ou 2, où quelqu'un en marketing RH qui est venu nous dire, avec des petits focus group, ce que les gens venaient chercher en appliquant à la ville de Sherbrooke, comment on était perçu. Et c'est sûr que comme employeur, naturellement, on est une grosse boîte, les gens ont l'impression que c'est difficile encore d'entrer à la ville. Les gens ont l'impression que c'est rigide. Les gens ont l'impression que est-ce qu'on a toujours du travail qualifiant considérant la grosseur? Ça, c'est des défis qu'on a à démystifier auprès de notre clientèle là, de nouveaux talents. En même temps, pourquoi ils viennent à la ville? C'est qu'ils ont l'impression, d'une stabilité. On pense que les nouvelles générations ne souhaitent pas stabilité. Ce que Mme Lavoie disait, c'est tout à fait exact. Ils ne veulent pas faire leur vie à la même place, mais quand ils sont là, ils ont besoin de stabilité. Ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est de se demander, je vais être mise à pied à toutes les minutes. Et ça, c'est important. C'est encore extrêmement important. Pourquoi? Puis on l'a vu au dernier défi, nos employés temporaires ont un besoin de devenir permanents dans notre organisation. C'est un besoin. Ils ont aussi, pourquoi ils aiment ça, la ville? C'est la polyvalence des fonctions. Si on leur donne une perspective de carrière à la ville, ils se disent, je vais pouvoir faire toutes sortes d'affaires à la ville. Et ça, c'est extrêmement attrayant. Et naturellement, bien, ce volet-là est aussi ressorti. Donc, puis là, je rentre dans les grandes lignes, mais juste pour te dire, c'est extrêmement important de se connaître pour dire quel mur il faut abattre. Et une des raisons pourquoi on a fait le flash RH de là 2 ou 3 semaines avec la porte ouverte Hooper, c'est justement pour amoindrir ces barrières-là, puis dire à la ville, là, c'est simple. C'est simple à entrer, puis on a besoin de nouveaux talents, puis venez appliquer, puis voilà qu'est-ce qui vous attend. Et c'est ce genre d'activités-là qui permettent de justement faire une espèce d'adéquation entre la réalité et les perceptions. Donc ça, Madame la Présidente, vous me dites si le temps, parce que là, je suis un peu… On avait 1 heure, donc normalement, vous avez jusqu'à 10h30. OK, ça va. Merci. Donc, qui va aller chercher? Bien, naturellement, c'est l'importance de cibler notre clientèle. Continuer à mettre nos efforts dans la diversité et l'inclusion. Vraiment, là, l'équipe travaille beaucoup là-dessus et c'est vraiment un axe extrêmement important de notre organisation. Les bassins de stagiaires, nous, on croit beaucoup à développer une culture de stage. Tout le maillage avec l'université, les cégeps,
les écoles d'école professionnelle, de développement professionnel. Donc, ça, la culture de stage, je vous disais aussi, puis j'ai l'impression de me répéter, mais quand nos gens viennent faire des stages, quand nos étudiants viennent travailler à la ville, c'est nos prochains employés. Il faut s'assurer que ça soit le fun de travailler à la ville. Le fun, que ça soit qualifiant et que ça soit agréable. Les deux axes. Et naturellement, il y a nos personnes retraitées, nos gens quittent à la retraite, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas revenir sous de nouveaux modèles. On est à faire un projet où on est allé sonder les anciens retraités de la ville de Sherbrooke pour voir s'ils revenaient à la ville, quel genre de conditions des retraités s'attendraient. Hein? C'est quoi le type d'horaire? C'est quoi le type de fonction? C'est quoi le type de relation? Et là, on est à recevoir le retour que je vais recevoir d'ici une semaine ou deux. Et là, ça va pouvoir nous positionner puis se dire, bon, ben garde, nos gens retraités, ils souhaitent revenir comment dans notre organisation. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est comment nos retraités quittent notre organisation. L'importance de faire une entrevue de départ avec eux. Et ça ne veut pas leur dire, si on leur dit le jour 1, voulez-vous revenir? Ils vont vous dire non, ça en va en retraite. Mais si on les rappelle dans 6 mois, t'aurais-tu le goût de faire, en fonction des conditions qu'on saura maintenant, un petit projet? Bien là, on risque d'être ailleurs. Donc, le suivi de nos retraités. Donc, ça, c'est le deuxième point. Puis, comment vais-je les chercher? Bien, naturellement, on a à être extrêmement créatif en lien avec le marketing RH, les outils, les processus utilisés. Je crois beaucoup au maillage, moi, avec à la fois les institutions d'éducation, peut-être même avec les réseaux des villes, le co-développement, se partager des expériences. Et donc, on a vraiment à mettre énormément d'énergie là-dedans. On a aussi, il y a comment on va les chercher, mais il y a l'expérience candidat. Tu sais, le comment, ça, c'est l'enveloppe. Maintenant, même si j'ai une super belle enveloppe, si je néglige comment le contact candidat, nous, on mise beaucoup sur l'expérience candidat. Hein, est-ce que c'est simple appliquer à la ville ou c'est compliqué? Est-ce que j'ai 25 clics à faire ou j'en ai un? Et ça, il faut se questionner parce qu'entre le premier clic et le 10e, ils peuvent aller appliquer ailleurs. On est là-dedans. Là. Et l'autre chose, c'est les conditions d'accès à l'emploi équitable, de savoir que quand je suis rencontrée en entrevue, je suis traitée équitablement, puis l'expérience candidat. Ce qui est important, à mon avis, ça, on le voyait moins avant. Avant, on était très formel dans nos entrevues. Moi, je pense que ce qu'on doit refléter en entrevue, c'est une rigueur sur ce qu'on veut mesurer, mais on doit refléter aussi c'est quoi notre ville. Tu sais, est-ce qu'on veut refléter une ville rigide ou une ville qui est inclusive, une ville où c'est agréable de travailler? Et ça part de l'entrevue. Ça ne veut pas dire ne pas être rigoureux sur ce qu'on a mesuré, parce que là, on va se tromper. Mais ça veut dire dans quoi, qu'est-ce que je veux projeter comme image de notre organisation. Oui, il y a M. Jean qui avait une question. Bien, ça, merci, Mme Carignan. Bien, ça, des intervieweurs de ce genre-là, ça ne court pas les rues non plus. Ça prend quelque chose, là. Je me souviens dans un travail passé, c'est moi qui passais les entrevues. Et puis, il y avait la feuille, puis il y avait le café. Et puis, je me disais, oh, c'est peut-être pas tout le monde qui a cette. J'espère qu'on a des gens pour ça à la ville. Ça va être important. Êtes-vous une finissante, vous, en gestion des ressources humaines des années 80? 89. Bon. Alors, moi j'ai pas fini mon cours, mais je l'ai commencé en gestion des ressources humaines. Puis tout ce que je vois depuis le début, c'était ce dont on parlait. Ce qui s'en venait au niveau de la gestion des ressources humaines. Exemple, si votre clientèle est roi, est reine, votre staff est royauté.
les lieux de travail, la souplesse. Là, on est devant moi, je pense qu'en quelque part, là, vous avez les défis, là, vous les avez appris, ces défis-là, dans les années 80. Là. Puis là, ils sont là, là. Vous pouvez les appliquer une fois. C'est là que c'est rendu, là. Alors, d'après moi, vous êtes la bonne personne pour faire ça. Parce que j'ai bien aimé cette formation-là, moi, que j'ai eue à ce moment-là. Est-ce qu'on a la possibilité d'offrir les formations pour tel poste à la ville de Sherbrooke? Première question. Il y a des gens qui m'ont interpellé dernièrement pour être inspecteur à la ville. Est-ce que ça prend une formation? Est-ce que ça prend un bac? Est-ce que ça prend... Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Si on offre des formations, ça peut être intéressant aussi. Ce que j'entends beaucoup aussi de la jeunesse, c'est qu'ils veulent une expérience de travail. Ils veulent une expérience positive de travail. Fait que ça, je pense qu'on travaille dans le même sens pour ça. Et la dernière question, c'est est-ce qu'on a dans un garage, quand on fait changer nos freins, puis le muffler, ben, c'est écrit 0.06, 0.04. Combien de temps ça prend, puis combien qu'on va charger au client? Est-ce que pour un genre de travail, on a une grille qui dit, ben, pour ce poste-là, ça prend 1 an, 0.4 de formation, ça prend 6 mois de formation, ça prend, puis là, est-ce que ça, on a ça? Je vais répondre. Oui. Point de vue fonctionnement, on est rendu à l'attractivité, puis il reste la fidélisation, puis le mieux-être. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont répondues au fil que la présentation se défile. Moi, j'avais levé ma main, mais je me suis dit, c'est peut-être plus sage d'attendre d'avoir la présentation finale, puis là, poser nos questions, parce qu'il y a plusieurs réponses qui s'en viennent, j'en suis convaincu. Ou peut-être, Madame Carignan, quand vous avez une question, ben, de juger, dire ça s'en vient, donc je crois que vous allez être répondu. Est-ce que c'est ça avec la question de M. Geng? Oui, de façon générique, oui, M. Geng. Si je ne réponds pas bien, vous me refaites signe, s'il vous plaît. Je vais juste m'assurer de tenir compte de votre préoccupation. Madame Le Tarc-Lavoie, vous aviez une question? Ou vous allez attendre? D'accord. Parfait. Donc, fidélisation, on peut appeler ça rétention. Je préfère beaucoup fidélisation, je vous dirais. Donc, et je rejoins Mme Lavoie, ben, c'est le sens au travail, hein? Mobilisation vers la mission, la vision, les valeurs et même de même que la signification de la tâche. Je vais vous faire une petite anecdote vraiment le fun. J'ai une amie qui est dans une autre organisation complètement, me faisait part d'une situation où elle voulait attirer une employée, mais n'était pas capable de la payer. La payer à la hauteur de la demande. Et je lui faisais part, je dis, parle-lui donc de tes valeurs d'organisation. Hein, c'est quoi tes valeurs d'organisation, toi? Et là, elle me disait, bon, c'était quoi ses valeurs? Donc, là, ce que je lui suggérais, c'est réponds donc, toi, en lui disant, malheureusement, une de tes valeurs, c'est l'équité, puis la justice organisationnelle. Et si tu lui donnes le salaire qu'elle demande, tu vas à l'encontre de ta valeur d'équité et à l'encontre de tes valeurs de justice organisationnelle, ce qui pour toi, malheureusement, est pas compatible. Et elle lui a écrit dans ce sens-là, et l'employé lui a répondu, la personne qu'elle voulait avoir lui a répondu, je m'en vais dans ton organisation. Les valeurs et l'impact de notre organisation, c'est très fort. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je suis rentrée en milieu de travail, je travaillais pour Desjardins. Écoutez, les valeurs de Desjardins, c'était la fin du monde pour moi, là, jeune universitaire qui sortait de l'école. Et par leur poids dans les villages, par tout ce qui était capable de générer comme... Donc, mais là, je voulais juste vous donner l'importance de valeurs vivantes et d'y croire, puis de les faire vivre dans le bon sens. Maintenant, accueil-intégration, je vous en ai parlé, c'est le premier critère de performance.
Les gens qui sont bien accueillis, qui sont bien formés, sont capables de se propulser beaucoup plus vite. Information transmise pour aider la personne salariée dans son travail. On parlait d'autonomie tout à l'heure, je ne me répéterai pas. La capacité de contrôler son environnement, c'est ça, donner de l'information. L'organisation du travail aussi, c'est aussi un moyen de donner de l'autonomie puis du contrôle aux employés pour qu'ils se sentent mieux dans la réalisation de leurs objectifs. Stimulation et motivation au travail, emploi qualifiant, on en a parlé beaucoup tout à l'heure. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. L'implication et la participation aux décisions. Quand je vous parlais de la capacité qu'on a d'impliquer nos gens en planification stratégique, ben, c'est extrêmement gratifiant parce que tout fait un sens. Toute notre action fait un sens. Donc, ça, c'est aussi un critère important à travailler dans notre organisation. Là, je viens de me perdre. Ah oui, avoir une rémunération globale compétitive, naturellement. On a parlé des défis, des taux d'inflation et on a aussi des enjeux où je pense que la notion de retraite est encore extrêmement importante. Mais si on se recule, nous, quand j'étais plus jeune, ben, je n'en venais pas à la ville parce que j'avais un fonds de retraite. Je m'en venais à la ville pour faire des relations de travail. C'est tout à fait différent. Donc, peu importe qui on est, quand on est plus jeune, le fonds de retraite, il y a un poids relatif. Quand on vieillit dans l'organisation, on prend l'ampleur de ce genre de conditions de travail-là et en sachant que nos gens peut-être ne feront pas une carrière dans notre organisation, ben ça demeure un avantage extrêmement important, extrêmement et encore attractif, mais à des niveaux différents. Je pense qu'il faut le vendre. Moi, je pense qu'il faut être capable de le vendre, de dire c'est quoi l'avantage de ça et comment il y en aura. Il va en avoir de moins en moins de ce genre d'avantage-là et c'est à nous de le mettre de l'avant, je pense. Par la suite, les perspectives professionnelles, j'en ai parlé amplement. Le développement des compétences en emploi, et là, je rejoins votre préoccupation, M. Jean. Il va falloir accepter d'avoir un rôle plus grand en formation. À tous les niveaux, je pense que non. Hein? Mais par contre, travailler beaucoup plus sur les compétences que sur les diplômes. Se poser la question. Qu'est-ce que ça prend comme compétence? Je vous donne un exemple pour être préposé aux traverses d'écoliers. Ça prend-tu un secondaire 5? Ou ça prend quelqu'un qui aime les enfants, qui a du jugement, qui a un sens de la sécurité des gens? Ça, il faut se questionner. Nos opérateurs de machinerie lourde, qu'est-ce que ça prend pour être un bon opérateur? Puis ça, je vous dirais que j'ai eu à évoluer beaucoup. J'ai eu beaucoup de discussions avec M. Picard à l'époque là-dessus, où lui était déjà vendu à ça. Moi, je crois beaucoup à la formation. Fait qu'il a fallu que je me déprogramme un peu. Je ne vous le cache pas. Il a fallu que j'évolue parce que je suis une personne qui croit beaucoup, qui aime beaucoup l'école et qui croit beaucoup. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on met nos efforts à des angles différents qu'on ne croit plus à quelque chose. Donc, c'est ça là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment évoluer comme organisation et on a déjà commencé. On a fait des brèches et ça nous a amené des talents vraiment en adéquation avec les postes qu'on avait occupés. Ça, c'est une de vos premières préoccupations. En lien avec ça, pour répondre à la deuxième, est-ce qu'on a des adéquations, des équations définies pour... non, je vous dirais que non. On y va vraiment plus en mesure, on y va vraiment en entrevue, beaucoup plus. Est-ce que c'est aussi cartésien que ça? Quelquefois, oui, mais j'aime mieux qu'on apprécie la situation pour ce qu'elle est et qu'on trouve les solutions beaucoup plus adaptées à chacune des situations. Ça va? Développement des compétences, ça, je vous en ai parlé. Et pourquoi ça va être extrêmement important aussi, le développement des compétences, c'est les 5 enjeux que je vous amenais vont nous amener au niveau de la gestion à développer des habiletés qui sont complètement différentes. Fait qu'on ne peut pas le demander du jour au lendemain
de se dire qu'on avait un style de gestion X, qu'on devient au style de gestion Y comme ça. C'est de la gestion de changement. Informer, sensibiliser, former, puis mesurer. Donc, on aura à faire ça dans nos habiletés de gestion et au développement de nos compétences. Ensuite, l'appréciation de la performance et la reconnaissance, je vous en ai parlé amplement. Donc, les critères que vous avez là c'est vraiment se démarquer en lien avec la fidélisation. On a des choses de travailler. Il reste à en travailler d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on priorise? C'est ça le but. Finalement, je vous amène au mieux-être qui prend beaucoup plus d'importance que ça n'en prenait lorsqu'on a mis en place le plan stratégique 2018. C'est important de garder nos gens au travail, qu'ils soient bien au travail, qu'ils soient heureux, puis qu'ils aient du plaisir au travail, parce que c'est le fondement de la performance. Puis encore plus en pénurie de main-d'œuvre. Si je mets pas les efforts pour les garder en santé, je ne sais pas où je vais trouver remplaçant. C'est tout le temps le défi. Donc, une fois ça dit, une des choses extrêmement importantes, et c'est un grand défi pour les gestionnaire, c'est l'intérêt démontré par l'employeur envers la personne salariée. C'est être capable de considérer les besoins individuels, être capable d'être proche de nos employés, être capable de reconnaître leurs besoins, leur intérêt pour adapter des solutions dans un respect d'équité et de justice organisationnelle. Le défi, il est là. Comment je prends, moi, en considération des besoins individuels ou des intérêts individuels dans un souci d'équité? Et ça, c'est le défi constant. Et je vous dirais que, et dans la notion, puis ça rentre beaucoup dans la fidélisation aussi, ça aussi, c'est des débats que j'ai eus. Et le relationnel collègue, la relation avec le gestionnaire, c'est extrêmement important pour fidéliser et le mieux-être. On le sait, hein, ce qui génère des épuisements, ça peut être un de ces facteurs-là. L'autre chose, dans le mieux-être, il y a la charge. Hein? Il y a la charge, il y a est-ce que c'est clair ce qu'on a à faire? Et ça fait partie aussi du mieux-être. L'ambiance et la qualité de vie au travail, un environnement sécuritaire, on en a parlé, hein? S'assurer que nos gens qui travaillent avec nous se sentent en sécurité dans leur environnement, en sécurité physique, en sécurité psychologique. Un environnement harmonieux, un environnement respectueux. Quand on parle d'équilibre, on a parlé de la charge, du stress. Est-ce que nos gens ont les bons outils pour travailler? Est-ce que notre organisation facilite l'atteinte des objectifs attendus? C'est toutes des questions qui créent, si ce n'est pas répondu, une charge psychologique importante. Donc, et il y a nos nouveaux modèles d'organisation. On parle du télétravail, on parle de l'horaire variable pour faciliter, toujours dans un souci de... C'est pas en inéquation avec l'atteinte des objectifs ou la performance. C'est un levier pour atteindre la performance, tout ça. Et la possibilité de développer des relations sociales, on en a aussi parlé, s'assurer qu'on a des lieux physiques adaptés, des lieux physiques et des outils adaptés. Donc, c'est ce qui nous attend au niveau de la ville de Sherbrooke et des enjeux qu'on aura à relever ensemble au niveau des ressources humaines. Et pour nous aider à réaliser ça, naturellement, il y a la priorisation des projets. J'en ai reparlé. Vous allez dire que je suis un peu insistante sur ce sujet-là, mais actuellement, à tous les jours, je me pose la question comment on ralentit la machine et je cherche encore comment on va le faire parce que ça va permettre de garder notre monde au travail. Il faut vraiment être toujours en réflexion en lien avec ce volet-là. Et un des axes que nous, on a trouvé, c'est assurément de prioriser et de savoir où on s'en va pour que quand on priorise, on s'axe vers les bonnes choses. Naturellement, il y a des enjeux de budget de réalisation. Hein. Quand on sonde, on crée des attentes, ça amène des actions à mettre en place.
Et naturellement, ben, il faut voir qu'est-ce que ça génère comme besoin technologique, humain. Et là, ça demeure des enjeux. Il y a le déploiement technologique, hein, quand on parlait d'attractivité, est-ce que c'est simple? Et ça demeure aussi. Et c'est un défi, hein, suivre la technologie aujourd'hui. Et ça c'est constant. Puis, comme je vous parlais en finissant, le développement des compétences, pour les raisons que je vous ai parlé, la transformation, elle est majeure. Nos gens ont des grandes compétences actuellement, il faut les aider à les actualiser. Donc, Parfait. voilà. Merci beaucoup. Donc, il y avait Mme Letarte-Lavoie qui avait une question et après, j'ai M. Deneau. Ah, bon, bien, M. Deneau. Merci beaucoup. Très bonne présentation et document quand même synthèse qui, à première vue, quand j'ai vu dans le bas 15 améliorations de l'expérience employée, je me disais, calique, me semble, c'est pas l'enjeu numéro 15. Et je pense qu'à la mesure qu'on a pu entendre votre présentation, ça a été rassurant. Quand on parle de mesurer, je pense que ça fait partie des enjeux premiers. De mesurer, c'est sonder nos employés, savoir la perception, tout ça, de l'organisation. Et je pense que quand on va les sonder, ce serait intéressant aussi de sonder, pas l'appréciation, mais la perception aussi du conseil municipal. Je pense que aussi on a un rôle là-dedans au point de vue leadership en lien avec les valeurs recherchées par nos employés, nos futurs employés. Dans l'axe 3, 2, 4, parce que j'ai noté toutes les fois, j'ai fait une présentation parce que j'avais déjà des incitatifs qui vont au-delà du monétaire. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place. On a un capital immobilier immense. Et moi, je viens d'un secteur privé, puis on avait des actifs qu'on mettait à de la disponibilité de nos employés, qui faisaient en sorte qu'on devenait encore plus attractif. On a le plus gros parc immobilier, autant au point de vue bâtiment, au point de vue matériel roulant, tout ça. Des fois, si on peut aller chercher des gens, je pense que ça peut être un attrait fort intéressant qui va se démarquer versus d'autres employeurs. Mais c'est sûr, quand on regarde le défi, on était une entreprise, nous autres, à l'époque, de 50 employés. À la ville, on est plus de 2000, je pense. Il y a une façon de faire, puis j'étais content de voir que le capital humain va être travaillé par les divisions aussi. Parce que d'essayer d'englober tout le monde, le temps que vous commencez à rencontrer les premières personnes, si on fait le tour de l'ensemble de l'organisation, je pense que peut-être moi et vous, on ne sera plus là par ce temps-là. Donc, une des valeurs individuelles, moi, je pense, qui est très importante, c'est le respect des individus. Je pense que les gens, dans toute communication, je pense qu'on doit envoyer un message très clair dans les rencontres qu'on va avoir. C'est primordial, puis ce serait inacceptable. Puis je pense à tous les niveaux, toujours à partir du bas de l'échelle à l'ensemble de l'organisation, le respect des individus. Et aussi, dans les derniers mots, je pense que nos employés sont des professionnels. Un col bleu, là, c'est un professionnel pour moi. Il y a une profession, il y a une connaissance, tout ça. Je pense que dans le capital humain, de le récompenser puis le reconnaître, c'est très important. Informer en amont des employés. Puis je ne veux pas citer la STS en exemple, mais je pense qu'on a une flexibilité avec 250 employés. Puis M. Dobson et son équipe, il le fait, c'est environ 50, 60 rencontres qui se fait par année. Moi, les employés m'interpellent. Hey Marc, tel changement, là, je n'ai pas été avisé. Oui, il s'en vient la semaine prochaine. Je pense que les gens l'apprécient. Puis je pense que je vais prendre l'art comme exemple là, au point de vue organisation. Je pense que c'est primordial. Puis aussi, ça fait dans les axes qu'on va mesurer, puis l'attractivité. Récompenser la performance, c'est dans l'axe 3. On a du travail d'équipe, leadership. Puis encore, je reviens sur la valorisation des employés. Les valeurs environnementales, puis je rejoins M. Geng sur, il y a 10 ans, qu'est-ce que nos employés recherchaient versus aujourd'hui. Ils ont changé énormément. Puis je pense que les valeurs environnementales doivent faire partie de ça aussi. On est un employeur respectueux de l'environnement, puis innovateur, puis exemplaire. Puis là, je ne parlerai pas de programme employeur, là, ce n'est pas le temps. Formation, je pense que j'ai rencontré la semaine passée le ministre Boulay.
en lien avec le mandat de l'Association du transport urbain du Québec. Puis le gouvernement du Québec est très ouvert à justement donner un apport additionnel aux grandes organisations pour former leurs employés. Donc, nous, à la STS, on a commencé, on engage maintenant des gens qui n'ont pas leur permis de conduire pour les former, pour être attractifs encore plus. Les retraites, je pense que oui. J'achève, Madame la Présidente. La semaine dernière, j'entendais le gouvernement fédéral qui, justement, courtisait des employés retraités pour venir travailler chez eux, autant comme douaniers, tout ça. Je pense qu'on a aussi, oui, des brigadiers scolaires, mais je pense qu'on peut aller plus loin aussi. Des sauveteurs, là, on doit avoir des gens qui sont en forme de 50, 60 ans qui sont aptes à faire ce genre de travail-là. Pour être attractif, moi, je pense qu'il faut donner l'exemple à partir d'aujourd'hui. Le carnet de commandes est tellement grand, mais l'enjeu numéro 15 qui est en lien avec se mesurer l'expérience employée, c'est vraiment primordial. Merci. Merci beaucoup. Madame Le Tarc-Lavoie. Oui, 2 questions pour le capital humain, justement. Est-ce que dans l'évolution des salariés dans l'organisation, l'expérience est prise en compte où c'est vraiment lié, il faut que tu ailles telle formation, il faut que tu ailles telle, ou bien, est-ce que justement pour qu'ils puissent évoluer dans l'organisation, l'expérience est prise en compte? C'est ma première question. Puis l'autre plus globale, on a vu plein de beaux principes vers où on doit aller. Je trouve ça super intéressant. On est en pleine élaboration de notre plan d'action ici à la Commission. Est-ce que vous nous suggérez des actions à mettre dans notre plan d'action pour actualiser tout ça? J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Merci. OK. Donc, pour ce qui est de la prise en compte de l'expérience, oui, assurément. Pour ce qui est de la notion de diplôme, ça dépend des fonctions. Vous allez me trouver un petit peu vague comme dans la réponse, mais il y a des fonctions, je vous dirais qu'on a des enjeux de transformation un peu à ce niveau-là. Hein. Je ne suis pas ici pour vous faire des cachettes, je vais être bien transparente. Il y a des fonctions où c'est plus facile que d'autres et il y a des fonctions où ça prend vraiment les diplômes. Est-ce qu'on a à se re-questionner? Assurément. Est-ce qu'on a à développer des nouveaux modèles en lien avec l'équilibre formation-expérience? Assurément. Donc, on est beaucoup en re-questionnement. Il y a des fonctions où c'est extrêmement clair, puis il y en a d'autres, on se dit comment on va y arriver. Et on est un peu dans les deux. Mais l'objectif est clair, de considérer les compétences si le diplôme n'est pas absolument nécessaire. Mais il ne faut pas se cacher que des fois, le diplôme, il est nécessaire. Donc, on est un peu dans cette réflexion-là. Pour ce qui est des actions, naturellement, clairement, la notion de se mesurer, ça, c'est une action extrêmement importante pour moi parce que j'expliquais ça à mon équipe, c'est comme tout a trop grossi rapidement. Les nouveaux enjeux sont tellement arrivés vite. Le monde du travail s'est tellement transformé en peu de temps. C'est comme une entreprise qui prend trop de volume rapidement. Là, on a besoin de savoir où on est rendu, puis de se consolider. De se consolider ces bonnes affaires. Donc, ça, moi, je pense que la notion de mesure est importante. La notion de gestion, de contribution, de mettre en place une façon de mesurer aussi les ressources humaines, elle est importante. Ça c'est sûr. L'autre chose qui est importante, c'est les différents, l'attractivité. Toute la notion qui est liée directement comme levier au niveau de la planification de la pénurie de main-d'œuvre, c'est extrêmement important. La capacité de cibler nos emplois et de trouver des moyens innovants, de continuer nos efforts au niveau de la diversité, de l'inclusion, extrêmement important. Pourquoi? Pour vraiment contrer la pénurie de main-d'œuvre. C'est extrêmement important. L'autre chose qui m'apparaît aussi important, c'est, puis là, il faudra les prioriser, mais parmi les facteurs que je vous ai donnés, la notion, je pense qu'il va falloir s'axer aussi sur
le mieux-être là. Est-ce que où on est par rapport à ça? Puis ça va inclure notre programme de santé-sécurité. Là, on avait nos axes d'intervention 2019-2022. Autant on a à se repositionner, puis je pense que les travaux de la commission vont beaucoup nous aider à se repositionner 2023-2025 là-dessus. Mais au niveau de la santé-sécurité, notre plan stratégique santé-sécurité avec les 4 axes devront aussi être réfléchis. Je ne sais pas si je réponds clairement. Et... donc, je pense que ça terminerait la présentation et la période de questions. Merci beaucoup, Mme Carignan. C'est vraiment impressionnant de voir comment les choses ont changé en 3 ans parce que je pense que votre planification stratégique 2019-2021 était très intéressante, complète. Je pense qu'elle s'attardait à plusieurs volets du capital humain, mais on voit là que la pandémie, entre autres, là, on dirait que ça a comme brisé quelque chose et on entre dans une autre période. Donc, je pense que ça tombe bien. Ça tombe bien qu'on arrive avec une commission et que vous arriviez à la fin de votre plan stratégique. Donc, vous allez redéployer des nouvelles initiatives. Bien, merci beaucoup et je vois qu'il y a déjà quelques points qui ont été mentionnés, là, qui ont été pris en compte dans notre planification. Début de planification dans le plan d'action, des premières suggestions qu'on a mis tout le monde, des membres de la commission, mais sûrement qu'à la suite de votre présentation, on en rajoutera dans peut-être une commission subséquente. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à vous. D'accord. Est-ce que vous voulez prendre une petite pause de 5 minutes? Oui. Donc, il est 32. On se revoit à 37. Merci. Les caméras. Madame Nathalie, qui a l'ouvrage pour les prochaines semaines. C'est l'histoire de ma carrière, l'ouvrage, M. Deneau. Vraiment. Oui, oui. Hein. Des beaux défis quand même. Des beaux défis. Mais on avait déjà parlé qu'on voulait oui, les équipements municipaux, citoyens, ces choses-là. Moi, je pense que, tu sais, moi, je me suis fait une location. Les gens devaient travailler chez moi.